bienvenue aux rencontres des Gobelins de ce mois de novembre 2020. Et les rencontres sont aujourd'hui consacrées à la thématique, donc dans l'entrée savoir-faire, design et développement durable, à la thématique des fibres de végétales et du développement territorial. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui pour traiter ce sujet Véronique Maire, qui est donc à mes côtés et que je remercie chaleureusement pour avoir accepté l'invitation de Marc Bayard, et qui est donc designer et enseignante à l'ENSA de Reims. Et nous recevrons également Charlotte Kaufmann, qui est designer textile et qui développe l'une comme l'autre toute une réflexion autour des fibres et autour de l'ancrage à la fois territorial et à la fois de l'empreinte écologique des matériaux textiles qu'elles explorent. Donc merci et bienvenue parmi nous ce soir. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci Marc. Moi je vais vous présenter le travail de recherche en design que je mène à l'ESAD de Reims, donc c'est l'École supérieure d'art et de design de Reims. On a démarré autour de la filière chanvre il y a maintenant 4 ans à peu près. Ça a donné suite à plusieurs autres travaux qui étaient notamment sur le lin, et progressivement en rencontrant des partenaires, voilà, j'ai vu qu'il y avait un terrain d'action assez intéressant sur le territoire, car comme je vais vous le présenter tout à l'heure, on a énormément d'entreprises qui sont implantées dans l'Aube. Donc je vais commencer par un premier horizon historique très très rapide. Donc les premières traces de chanvre qu'on a isolées en fait ont été trouvées en Asie à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Progressivement, l'activité autour du chanvre, donc qui était plutôt a priori du cordage, des éléments pour en fait fabriquer des outils, des arcs pour se nourrir et aussi pour s'habiller, ont progressé vers l'ouest. On retrouve des traces en Europe plutôt vers 1800 avant Jésus-Christ, donc période des Gaulois notamment. Et là, je vous ai mis un exemple de sandales fait en chanvre, donc c'est un objet reconstitué, donc à l'époque des Gaulois. Et ensuite, donc en 1500 à peu près, c'est Christophe Colomb qui va amener le chanvre sur le nouveau continent, et les colons qui vont suivre vont le répartir en fait en Amérique. Voilà, alors cette carte elle est assez intéressante parce qu'en fait simplement la Chine aujourd'hui, enfin l'Asie reste le premier producteur mondial, plutôt axé sur l'activité du textile. L'Europe s'est développée sur les activités bâtiments, papeterie, est en train de redynamiser une activité textile. Et aux États-Unis, on va plutôt cultiver le chanvre pour l'alimentaire et les litières pour animaux. Voilà, donc si on fait un gros zoom sur la France, c'est le premier producteur européen en chanvre. Donc comme vous pouvez voir, en fait, on a une forte concentration dans le nord de la France, parce que le climat est tout simplement plus propice pour planter le chanvre. Donc la vraie particularité de cette filière en France, c'est qu'elle est complète. On a à la fois une coopérative centrale pour les semences. Donc chaque agriculteur en fait isole des semences qui seront envoyées à cette coopérative. On a ensuite donc tout un panel d'agriculteurs qui sont regroupés dans les coopératives agricoles, qu'on appelle souvent les chanvrières. On en a 6 en France. Les chanvrières vont donc récupérer la matière et la transformer. Ce sera la première étape de transformation. Et ensuite, on a des entreprises de seconde transformation qui, elles, vont commencer à produire des produits semi-finis. Donc pour le bâtiment, vont faire du papier,
vont désormais faire de l'huile alimentaire, des litières pour animaux, des produits spécifiques pour les horticulteurs. Et même désormais, on peut trouver des crèmes de beauté faites à base d'huile de chanvre, parce qu'en fait, la chanvre contient un taux d'oméga 3 assez important, donc voilà, qui est un nouvel Eldorado de la beauté. On a également sur le territoire des entreprises qui font de la recherche. Donc là, c'est Fibre Recherche et Développement, qui est plus spécifiquement dans le Grand Est, et qui a été en fait initiée entre autres par la Chanvrière, qui est dans l'Aube. Et ensuite, on a des entreprises qui vont faire la valorisation de ces matériaux. Donc c'est Interchanvre, le CELC, qui est la Confédération européenne du lin et du chanvre, ou encore des collectifs Construire Chanvre, où là c'est plus spécifique pour le bâtiment. Voilà. Donc la plante chanvre dont je parle aujourd'hui, c'est bien sûr le chanvre industriel, donc qui est en fait la variété Cannabis sativa. C'est une variété qui a un taux de THC à 0,2%, contrairement au cannabis qui, lui, a un taux de 30%, donc c'est quand même très très différent. Et c'est important de bien faire la distinction parce que souvent il y a un amalgame entre ces deux variétés de cannabis, donc elles sont cousines, mais sinon, en tout cas, le chanvre dont je parle ne se fume pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc sur cette plante, vous avez tout en fait va être transformé. On va faire une première récolte pour les graines, qui va être approximativement un tiers de la plante, et le reste, donc la tige et la fibre, vont être transformés en usine, justement par ces fameuses chanvrières. Donc là, vous avez un visuel de la chanvrière de l'Aube, qui produit 30% de la production européenne, qui est la chanvrière la plus ancienne de France. Elle a été créée en 1976. Et en fait, elle a depuis été extrêmement active pour faire la promotion de la plante et surtout réintroduire la culture auprès des agriculteurs qui l'avaient un peu délaissée. Or, c'est une plante qui est extrêmement intéressante parce que c'est une plante qui n'a pas besoin d'eau pour pousser, qui a une substance chimique propre qui fait qu'en fait elle est un répulsif naturel pour les insectes et les rongeurs, donc on n'a pas besoin d'utiliser de produits phytosanitaires. Elle est également une plante qui draine les sols, donc elle régénère les sols, et en fait c'est une plante parfaite pour l'entre-deux-culture. Et pour inciter les agriculteurs à planter, la chanvrière en fait leur garantit des coûts d'achat fixes pendant plus de 7 ans. Donc ils fonctionnent assez différemment des autres matières premières qui, elles, sont fluctuantes au jour le jour. Et ils ont mis en place quelques critères de sélection de manière à pouvoir quand même répondre à des industriels. Donc c'est des critères qui sont liés à la qualité même de la matière première, sa couleur, son taux d'humidité. Et voilà, ça permet d'avoir on va dire une matière assez homogène malgré le fait que ce soit une plante. Donc la chanvrière va transformer en fait la tige, donc la botte de paille qu'elle va récupérer, elle va, on va dire, concasser la matière de manière à pouvoir séparer la fibre et la partie bois de la plante qu'on appelle la chenevote. Donc la chenevote est produite à 46%. C'est principalement un matériau pour les litières, pour les animaux, le rempaillage aussi en horticulture. Et depuis les années 96, c'est une des bases du béton chanvre. La fibre, elle, est plutôt utilisée dans l'industrie du textile, l'industrie de la papeterie et également un petit peu l'industrie du bâtiment pour faire des laines de chanvre un peu spécifiques. Et lors de cette production, on recueille une matière qui est en fait une poussière de chanvre, qui est la fine,
qui est une matière compactée et qui va être un allume-feu qui fonctionne assez bien en fait. Donc toute la production, toute la transformation de la plante est utilisée en fait. Il reste à peu près même pas 2% de déchets qui sont les cailloux ramassés dans le champ et qui étaient enfermés dans la botte. Donc c'est vraiment, c'est rien. Dans l'Aube, on a des bâtiments tels celui-ci, qui est la Maison du Tourisme de Troyes, qui est en fait historiquement, qui était une ville construite sur des architectures à pans de bois, avec un torchis à base de paille. Et dans les années, justement, fin 90, début 2000, la ville a eu une volonté de vouloir, en fait, redonner un coup de jeune, on va dire, à ces façades, mais aussi les renettoyer, parce qu'en fait, beaucoup de façades avaient été entièrement crépies. Donc on n'avait plus de traces historiques du patrimoine de la ville. Et lorsqu'ils ont fait ces travaux de rénovation, ils se sont rendus compte que les savoir-faire au niveau des torchis à base de paille se perdaient. De moins en moins de personnes étaient capables de le faire. C'était aussi très coûteux. Et il est venu à l'idée, en fait, à la Chanvrière, de proposer à une entreprise qui s'appelle le groupe Loast, qui fait de l'achaux industriel, de proposer un nouveau amalgame qui serait destiné au bâtiment. Donc ils ont mis à peu près 1 an à développer ce produit, et ce produit s'appelle le béton chanvre, donc développé en lancé en 1996, et qui remplit parfaitement les fonctions du torchis, même en mieux, puisque en fait il a une mise en œuvre beaucoup plus facile à faire, puisque c'est un matériau qu'on peut projeter. Donc on peut utiliser des outils de gros œuvres un peu plus particuliers. Et là, cette maison du tourisme, en fait, se veut être un peu une démonstration et une maison représentative de ce qu'on peut faire en chanvre, puisqu'elle a été entièrement rénovée, les sols, les murs et la toiture. Donc toute l'isolation de ce bâtiment sont faites. Voilà, donc comme je disais, la particularité du béton chanvre, c'est un mélange donc de chenevotte, de chaux et d'eau. Donc c'est une matière qui est en fait extrêmement abordable. On n'a pas besoin d'une grande formation pour pouvoir la prendre en main. Enfin, il faut quand même être un minimum accompagné. Et donc c'est vrai que ça devenait pour moi un matériau assez intéressant à travailler avec mes étudiants en atelier. Donc on a été accompagné pour cela d'un représentant technique de l'entreprise BCB Tradical, qui est en fait le principal fournisseur du béton chanvre, et qui nous a donc accompagnés techniquement, mais aussi parrainés littéralement dans notre projet de recherche, puisqu'il nous a fortement aidé à rencontrer tous les partenaires, tous les acteurs locaux. Et avec lui, on a commencé justement à développer des objets. Donc là, ce qui nous intéressait avec ce matériau, c'était justement comment passer du monde du bâtiment au monde de l'objet. Et c'était aussi un moyen de se poser la question, un matériau qui a d'énormes qualités, qui améliore l'acoustique d'un bâtiment, qui améliore le niveau hydrique d'un bâtiment, qui va aussi permettre des meilleurs flux. Donc le bâtiment va mieux respirer également. On pourra avoir aussi une meilleure régulation thermique grâce à ce matériau. Donc comment exploiter toutes ces qualités-là dans des objets pour justement pouvoir éventuellement répondre à des problématiques d'habitat où il est difficile d'avoir des transformations de grosses œuvres, mais de se positionner plutôt comme des interventions très ponctuelles et plus maniables, on va dire, à l'échelle humaine. Voilà. Donc l'un des premiers projets abordés était justement de comprendre la construction d'un bâtiment habituel fait avec du béton chanvre. Donc pour cela, on a besoin d'une ossature
Alors, on démarre soit avec une ossature en bois, mais on peut aussi faire une ossature en métal ou un autre matériau. Soit cette ossature est visible, soit elle est noyée. Et là, l'enjeu des deux étudiants qui ont travaillé sur cette proposition, c'était justement de réfléchir en fait à l'idée de la brique. Donc, comme une brique qui s'enfile sur une structure bois et qui va permettre de pouvoir créer des configurations extrêmement souples, adaptables aux lieux dans lesquels ils vont venir s'inscrire. Donc on est dans un objet de type mobilier public, d'extérieur ou pour de l'accueil, avec un espèce de mur qui permet justement d'avoir une isolation phonique intéressante. Là, l'objet a été mis en situation, juste pour en écho par rapport à ça vient, d'où ça vient. Et là, vous avez en fait une représentation, enfin chaque objet a été prototypé, hein, parce que l'enjeu c'était aussi ça en fait. On est un laboratoire de recherche qui fonctionne avant tout par la pratique, donc on expérimente. Et pour nous, c'était important d'arriver au prototypage. Voilà, un autre projet qui, lui, rend littéralement hommage au patrimoine historique, où la question était justement de comment s'inspirer des constructions à pans de bois et de les évoquer sur un objet. Donc c'est un objet, c'est une étagère qui est entièrement démontable. Donc c'est une charpente en bois revisitée, puisque là on est plutôt sur une section ronde, où les choses, tout est assemblé avec des tenons et des mortaises. Et on a des éléments béton chanvre moulés qui viennent se poser. Donc là, on voit en cours d'atelier d'apprentissage avec des moules et les éléments qui sont éclatés au sol. Donc l'objet, en fait, est uniquement maintenu par cette espèce de sangle au sol. Voilà. Et c'est aussi un moyen d'inverser. Normalement, ça représente la construction d'un bâtiment qui est cette charpente en bois qui maintient le béton chanvre. Une autre question était aussi arrivée, qui était de comment faire des parois fines qui permettaient de tirer parti de cette structure porteuse et de proposer en fait des cloisonnements pour la maison. Et au fur et à mesure de la recherche, ce cloisonnement est plutôt devenu un mobilier, donc multifonction en fait, où on a une surface ondulée de manière à mieux faire rebondir l'aspect sonore de cet objet, qui est à la fois un moyen d'améliorer l'acoustique d'une pièce, mais aussi d'isoler, entre guillemets, phoniquement et thermiquement la pièce. Donc là, on a toute une déclinaison de ce système qui permet justement de construire en fonction de si on veut une très grande cloison, si on a besoin juste d'un objet dans un coin, enfin comment voilà, cet objet peut se déployer de différentes manières. Une autre question était aussi donc de pouvoir améliorer les conditions thermiques de certains habitats, notamment des habitats qui sont chauffés exclusivement par des convecteurs électriques, qui sont très peu performants, puisqu'en fait on a une déperdition de chaleur qui monte et qui n'est pas du tout répartie correctement dans l'espace. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir venir avec un objet, s'adosser contre le mur, au-dessus du radiateur, et de pouvoir récupérer cette chaleur, de faire office d'accumulateur et de la restituer d'une manière beaucoup plus lente dans l'espace. Et on est, c'est un peu comme des grosses piles, si vous voulez, 3 grosses piles qui sont au-dessus de ce radiateur. On pourrait tout à fait imaginer ce qu'on n'a pas réussi à faire dans notre projet, mais le projet au départ avait l'ambition de faire appel à des associations de type constructeurs, bâtisseurs, pour justement faire des initiations auprès du public,
pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur objet, en fait. Voilà. La recherche s'est poursuivie. Alors cette fois-ci, donc en fait, ce qui se passe à chaque fois dans ce type de recherche, donc c'est des travaux pédagogiques menés avec des étudiants dans un laps de temps de 6 mois. Et ensuite, les étudiants font un transfert de connaissances. En fait, ils transmettent tout ce qu'ils ont acquis dans leurs travaux aux étudiants suivants, qui, cette fois-ci, se sont plutôt intéressés au monde du textile. Et l'enjeu était justement de réfléchir comment on pouvait réintroduire le chanvre dans l'industrie du textile. Actuellement, c'est un savoir-faire qui s'est perdu, en fait, en France, parce que, suite à la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Américains, en signant les accords avec la France, ils ont en fait en sorte que leurs matériaux puissent être valorisés. Donc ça a été la gloire aux matières synthétiques, au nylon et au coton, qui de toute manière étaient déjà implantés depuis longtemps en France. Et du coup, ça a mis vraiment de côté en fait ces matériaux qui étaient pourtant utilisés depuis très très longtemps, puisque auparavant, on avait les agriculteurs qui avaient leur propre métier à tisser chez eux et qui faisaient leurs vêtements, leurs tissus avec ça. Donc il y avait quand même un savoir-faire populaire, on va dire. Et malheureusement, donc aujourd'hui, il en reste peu de traces. Alors, il y a des initiatives autour de Nantes pour justement réactiver cette filière-là, un peu sur le modèle de la filière du lin. Donc, je pense que ça va arriver progressivement. Et nous, en tant que designer objet, on s'est rapproché en fait d'une autre école, afin justement de faire rencontrer la culture de l'objet et la culture du textile. Donc on a rencontré les étudiants de l'AIR de Mulhouse, qui a une section textile en master, avec qui on a donc développé en binôme des projets. Et on a re-questionné en fait toutes les techniques liées au textile. Donc le filage, le feutrage, le tissage, j'en ai oublié un, le feutrage, je pense, oui, le tricot, c'est le tricot que j'ai oublié. La couleur, on l'a un petit peu, enfin la teinture naturelle, on l'a un petit peu abordée, mais en fait, ça s'est introduit dans un peu tous les projets, donc je ne vais pas forcément m'attarder plus que ça là-dessus. Donc dans ce rapport de travail qu'on a eu avec les étudiants, c'était vraiment avoir un transfert de connaissances. Donc on a fait un premier workshop dans lequel les étudiants en design textile ont en fait initié les étudiants en objet à toutes ces techniques et les ont manipulées. Et on a fait ensuite un second workshop où les étudiants en objet ont mis à disposition des nouveaux outils qu'ils avaient développés pour re-questionner ces techniques qu'ils avaient appris. Donc on est parti plutôt sur des fibres encore très brutes, puisqu'on avait été fournis plutôt par la chanvrière, pour voir justement comment on pouvait transformer cette matière première. Donc la question du filage a donné lieu à un premier projet qui était en fait un outil permettant de pouvoir faire des fils et des cordes jusqu'à 8 brins. Donc c'est un outil qui est en open source. Donc l'étudiant souhaitait vraiment que ce soit quelque chose qui puisse être offert à toute personne qui souhaiterait se lancer dans la production de cet outil. Donc il est simplement, il offre des plans qui sont usinés numériquement, et après c'est un assemblage assez simple. Et ensuite, il produit différentes cordes avec cet outil-là. Et ces cordes, en fait, là on voit assez bien un exemple, c'est encore assez primitif comme technique, mais c'est vraiment inspiré des corderies traditionnelles.
où en fait il peut introduire dans ses cordes, là on voit quelques exemples, d'autres matériaux qui permettent d'amener une plus-value à cette matière, parce que c'est une matière qui est toujours un petit peu... comment dire, je dirais pas répulsive, mais en tout cas c'est pas une matière qui a un fort pouvoir de séduction pour un étudiant en tout cas. Donc c'est vrai que c'était assez amusant de voir de quelle manière très rapidement ils ont voulu réintroduire d'autres matières qui permettaient d'amener une plus-value à ces fils. Donc on a des ajouts de laine, des ajouts de fils qui ont été en fait récupérés dans des entreprises à Mulhouse, puisque à Mulhouse on a quand même un bassin historique sur l'industrie du textile. Et notamment, ils avaient récupéré pas mal de déchets industriels de DMC. Voilà, ce qui a donné lieu à cet apport de couleurs pour diversifier ce chanvre. Et après, il y a eu des tests de tissage. Donc ce travail-là est vraiment resté encore à l'état de recherche, hein, contrairement aux premiers travaux qui étaient plus axés sur des objets. Là, c'était vraiment de l'expérimentation des techniques. Ici, on a donc le tissage qui a été vu. Et à partir de là, l'enjeu était de comment passer d'un cadre en 2 dimensions à un cadre en 3 dimensions. Donc les étudiants qui ont travaillé sur ce projet, en fait, se sont inspirés des techniques à cordes des poteries qu'on trouve notamment à Biot. Et on construit une ossature en bois autour de laquelle en fait sera mis en place la chaîne et ensuite voilà, on pourra tisser autour de ça. Donc ça permet d'obtenir des éléments, un tissage en volume qui se tient. Et en fait tout l'enjeu est d'arriver à mettre en place la bonne trame, parce que si c'est une trame trop serrée, en fait la pièce devient trop lourde et elle s'effondre. Donc voilà, dans l'expérimentation, il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Le tricot qui a été abordé était à la fois le travail à la main qui nous intéressait, donc à l'aiguille, et en même temps à la machine. Et ici, l'idée, c'était une forme de mise en abîme. Donc on part d'un fil qu'on va tricoter dans un premier temps avec une machine. Et en général, quand on utilise ce type d'outil, le tricot s'enroule sur lui-même, donc indirectement recrée un nouveau fil. Celui-ci va être utilisé pour faire en fait un tricotin, mais un tricotin plus grand à l'échelle de ce fil. Et donc on a produit comme ça plusieurs types de tricotins pour voir un petit peu les différentes variations possibles, pour arriver plutôt à un fil XXXL rembourré avec de la fibre brute de chanvre, et qui est en fait mis en place sur cet outil assez rudimentaire à base de tubes de carton. Et donc ça permet de produire assez rapidement un objet qui s'apparente à un coussin. La technique du feutre, elle, a été abordée avec le chanvre. Donc la particularité de cette recherche-là, c'était justement de savoir quel était le type de proportion qu'on pouvait introduire dans la laine, parce qu'en fait, sans la matière, la fibre animale, on ne peut pas faire de feutre. La fibre végétale ne fonctionne pas. Donc on est forcément obligé de l'additionner avec la laine. Et tout un tas d'échantillons ont été produits pour savoir quelles étaient un peu les limites de cet assemblage. Et il s'avère qu'on peut obtenir un feutre
qui se tient à peu près correctement à hauteur de 30% de laine et 70% de chanvre. En dessous, c'est trop friable. En fait, ça ne fait plus office de feutre parce que si on tire dessus, ça se déchire. Donc c'est pas du tout une matière pertinente pour faire des applications. Voilà. Et les étudiants ont en fait développé des outils pour permettre les développements de feutres à plus grande échelle. Donc on a cette espèce de rouleau de massage en fait qui permet de feutrer la matière et en même temps là ce qui était intéressant pour ce travail-là, c'était de chercher à produire des formes qui étaient tout de suite adaptées à l'usage qu'on en faisait. Donc un peu comme lorsqu'on fait un chapeau, sauf que là, tout le travail est fait à plat. On n'a pas de contreforme. Et donc certaines fois, le feutre produit a un taux de chanvre plus ou moins important. Des fois, c'est un textile, enfin une maille tricotée, laine et chanvre qui est refeutrée dessus et qui permet que l'ensemble se tienne. Donc ça a permis d'envisager une hypothèse de petite construction d'enfants. Donc c'est un peu comme un petit labyrinthe à parcourir. Voilà, produit à une petite échelle, un peu micro-architecture, en fait, on va dire. Et l'ensemble de ce travail a été montré dernièrement à Reims comme une rétrospective à cette filière du chanvre. Et il nous arrive assez régulièrement de la présenter. Et un des prochains enjeux en fait, de ce travail, c'est d'en faire une publication avec les éditions locaux avec qui on a déjà produit une première publication de nos travaux. En fait. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors peut-être, est-ce que vous avez des questions? En tout cas, moi j'en avais une ou deux sur la question de la teinture que vous avez abordée rapidement. Est-ce que le chanvre justement peut se prêter à des teintures végétales ou vous ne l'avez pas exploré plus que ça directement parce que ce n'était pas l'objet? Disons que en fait, la teinture est une exploration telle que on aurait dû y passer une année entière dessus. Donc on a des intrusions, certaines colorations ont été faites sur des projets, notamment avec des teintures à base de figues, à base d'oignons, de betteraves, voilà, et qui ont trouvé place dans des projets que je n'ai pas montrés ici. Donc, mais ça fonctionne très très bien en fait, ça tient très très bien. Il faut un mordant et voilà, c'est vraiment ces techniques classiques de teinture. Nous on l'a testé plus sur des produits qui étaient déjà transformés, donc sur des cordages en fait, des petits et moyens cordages. D'accord, parce qu'effectivement c'est vrai que le chanvre a un côté brut qui est tout à fait intéressant, mais qui du coup limite peut-être un petit peu la perception qu'on en a, alors que l'aspect, enfin le jeu qui peut se construire avec la couleur contribue à sa perception un petit peu différente. Vous avez travaillé aussi sur ce domaine-là, justement, de la façon dont le chanvre est perçu, sur la question de la représentation qu'il peut avoir dans le domaine justement du design. Oui, mais alors c'est justement, c'est ce à quoi on nous renvoyait systématiquement quand on rencontrait des partenaires, c'est-à-dire que les partenaires se rendent compte que c'est un matériau qui est aujourd'hui sous-évalué, on va dire. Il est même au détriment du lin, parce qu'en fait, ils sont souvent associés, alors que c'est deux plantes qui sont proches et en même temps pas tant que ça. Le lin a une fibre beaucoup plus longue, donc qui permet de produire un vrai fil et d'avoir une matière très soyeuse, ce qui aujourd'hui est malheureusement plus le cas, justement parce qu'on a perdu le savoir-faire en chanvre, mais auparavant, on pouvait faire un fil très doux,
J'ai la chanvrière avec qui j'ai travaillé qui m'a montré une étoffe de samouraï en chanvre qui était d'une douceur incroyable. Donc c'est quelque chose qui a été maîtrisé à un moment. Alors j'ai pas fait de recherche plus spécifique sur ce que produisent notamment la Chine en chanvre, parce que c'était pas forcément le sujet pour nous, mais donc je sais pas quelle est la qualité textile de chanvre qu'ils arrivent à avoir. Nous, en France, pour l'instant, on est plutôt sur des mélanges encore, lin chanvre ou coton et chanvre. Et donc, qui est assez antinomique, mélanger du coton avec du chanvre. Enfin, c'est quand même deux matériaux qui ont pas du tout qui sont pas vertueux de la même manière, nous allons dire, pour pas créer de polémique. Mais donc, c'est vrai qu'il y a tout à faire en textile aujourd'hui. En Europe, et on a cette chance d'être quand même plutôt extrêmement bien positionné parce qu'on est plutôt leader encore dans la culture en tout cas. Et ça veut dire que pour la suite, comment est-ce que vous voyez, vers quelle direction vous pensez que vous allez diriger vos recherches, plutôt vers effectivement trouver des champs d'application ou trouver plutôt vous tournez vers la question des techniques justement de traitement pour pouvoir développer d'autres usages ou des champs sur ce qui existe déjà? Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour l'instant c'est une recherche qu'on a un peu mis de côté parce que on prend plus le temps de la valoriser pour essayer justement de solliciter d'autres personnes qui vont nous aider à la redéployer autrement. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a effectivement interrogé à la fois les applications et les techniques, mais on n'a pas forcément les partenaires industriels en face qui nous permettent de l'aboutir vers un développement économique, en fait. D'un point de vue textile, comme je vous le disais, c'est encore assez embryonnaire, le développement. Et d'un point de vue bâtiment, les entreprises avec qui on a travaillé sont des entreprises bâtiments. Donc même s'ils trouvent nos recherches extrêmement intéressantes, ils ne sauront pas comment faire la promotion en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'on manque d'interlocuteurs un peu plus adaptés pour arriver vraiment à concrétiser cette recherche. Et ça, c'est un des enjeux sur lequel moi je travaille aujourd'hui, c'est quand même qu'on ne reste pas à au stade de la recherche, mais bien qu'il y ait un développement économique et industriel. Donc c'est quelque chose que j'arrive plus faire avec le nouveau projet de recherche que je mène depuis plus d'1 an, avec les parcs naturels régionaux sur la question de la filière du bois. Voilà, parce qu'effectivement, dire à un menuisier de faire un meuble, et de le produire derrière, c'est quelque chose qui est un peu plus naturel pour lui. Je comprends. Puis c'est aussi une question d'organisation et de positionnement de la filière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la filière bois, elle s'oriente vraiment vers la conquête de nouveaux marchés, enfin tout un développement, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas du chanvre, si les usages sont déjà très identifiés et finalement... Non, ils sont extrêmement dynamiques, parce que c'est une filière qui a créé en fait tous les outils nécessaires pour faire la valorisation, pour faire de la recherche, pour introduire le chanvre auprès des industriels. Donc moi je trouve que c'est une filière qui a très bien su se développer dans un laps de temps très court, puisque là on parle de 40, même pas 50 ans. Donc c'est encore une fois, c'est ce qui fait la force de cette filière en France. Maintenant, ils sont aussi un peu débordés, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà développé. Donc il faudrait effectivement que d'autres interlocuteurs, acteurs extérieurs de cette filière viennent et s'intéressent à leurs matières premières. Voilà. Ce qui est le cas du monde de l'automobile, qui commence aujourd'hui à faire des tableaux de bord à base de chanvre. Vous avez le nez du TGV qui incorpore du chanvre, parce que justement il y avait une problématique de gagner en poids pour pouvoir gagner en vitesse. Mais par contre, ce sont des secteurs qui ne font pas du tout la promotion de ça, en fait.
parce que c'est des matières qui sont cachées, parce qu'ils se rendent compte que le public n'est pas forcément un public qui aujourd'hui s'intéresse encore à ça. Donc les industriels ne font pas cette démarche d'en faire la promotion. Je crois que l'Arc aussi a utilisé du chanvre dans un de ses projets. C'était du lin. Zut. Mais pourquoi pas du chanvre? Mais pourquoi pas du chanvre? Est-ce que ça a été imaginé sur la table béton? C'était justement l'objet de mon autre question, sur la question du béton chanvre. Quelles sont les propriétés de ce béton chanvre? C'est légèreté, haute résistance, moyenne résistance, facilement moulable? Alors c'est plus léger que le béton. Donc c'est une matière en fait on va faire un coffrage et on va projeter la matière. Donc on est sur des mises en œuvre assez traditionnelles en bâtiment. Mais c'est un matériau qui va peu bouger dans le temps. Donc ça c'est assez intéressant, donc qui résiste assez bien aux UV, qui ne va pas avoir de tassement à proprement dit, qui va mieux suivre les mouvements du sol si toutefois il y en a, et qui va, une de ses grandes qualités, c'est vraiment la régulation thermique hydrique du bâtiment. Et puis l'autre chose, c'est que c'est une matière, le fait qu'il y ait du chanvre à l'intérieur fait que c'est un répulsif naturel pour les rongeurs. Donc si vous faites une maison en béton chanvre, vous n'aurez pas de souris dans vos murs. Voilà, ce qui est non négligeable, notamment quand on utilise aussi des isolants à base de laine de chanvre. Mais à part le mobilier urbain que vous avez montré, est-ce qu'il y a des applications de béton chanvre dans du mobilier? Genre des tables, pas des fauteuils, des bancs ou autre? Non, aujourd'hui, pour l'instant, personne n'a pris ça en main. C'est un matériau qui n'aime pas trop la finesse, puisque en fait c'est un aggloméré. Donc, finesse, vous voulez dire l'épaisseur? Oui. Finesse, ouais. Il va s'effriter. Donc c'est effectivement plutôt quelque chose qu'on va travailler dans la masse. Et en fait, on va dire le seul objet qui a vraiment été développé par les industriels aujourd'hui, ce sont les briques en béton chanvre. Voilà. Il y avait un petit biais dans notre question, puisque l'Arc développe en ce moment un projet de table à destination du Conseil des ministres à l'Élysée. Et cette table, qui a donc été désignée par un jury parmi les projets qui étaient proposés par les étudiants du campus des métiers et du design, est une table en béton. Et donc il y a en ce moment tout un travail d'exploration des différentes qualités de béton possibles, envisageables, justement pour pouvoir trouver la bonne matière qui demande pour le coup en fait d'être légère mais d'être aussi souple. En fait, ce qui est un peu la difficulté, c'est un peu antinomique, mais donc ça ne sera pas le béton au chanvre. Non, désolée. Ou alors il faut complètement changer de dessin. C'est ça. Moi j'avais une autre question concernant les métiers des transformations. Vous disiez qu'il y avait une difficulté de savoir-faire entre de la plante à la pelote. Quels sont les métiers et quels sont les savoir-faire pour passer justement de la plante à la pelote? Je vous pose la question parce que par exemple, nous on s'intéresse à la question de la laine au mobilier national, et c'est vrai qu'il y a plusieurs métiers qui ont disparu pour passer de la bête à la pelote, et on est en train de remonter une filière laine avec des savoir-faire qui ont quasiment disparu. Et est-ce que justement, quels sont ces savoir-faire pour passer de la plante à la pelote? Alors en fait, on doit avoir une certaine longueur de plante. Donc ça demande déjà un outillage agricole spécifique pour couper cette longueur. On ne va pas le ramasser de la même manière. La plante, on va la laisser rouir sur place. Donc le principe du rouissage, en fait, c'est de permettre à la plante de pourrir. Et le pourrissement va faciliter la séparation entre la fibre et le bois et va permettre justement d'obtenir une fibre qui sera plus résistante. Voilà, donc tout ça, ce sont effectivement des savoir-faire qu'aujourd'hui qui sont en train d'être repris en main. J'ai été interrogée dernièrement puisque en fait vous avez
chargés de mission, notamment du patrimoine culturel immatériel, qui s'intéressent aux questions des sauvegardes des métiers en chanvre et lin, et donc qui m'ont interrogé sur nos recherches. Et donc, a priori, dans la région de Nantes, il y aurait une dynamique pour remettre en place une première machine. En tout cas, il y a un industriel qui est en train de voir comment retravailler autour d'une machine pour avoir une première coupe correcte. Et ensuite, le tout, c'est de relancer une activité, d'arriver à convaincre aussi tout un pan de filière, hein, parce que le chanvre aujourd'hui qui est transformé en fil, il part à l'étranger. Il n'est pas transformé en France. Donc c'est comment on peut le transformer en France et d'avoir toute cette filière intégrale chez nous. Non, simplement peut-être un mot sur, vous avez parlé de vos recherches actuelles et donc de la direction que vous voulez leur donner sur la question plus territoriale. Et là, en changeant de matière première, vous parliez du bois, peut-être nous en dire 2 mots? Ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans des écosystèmes déjà élaborés. Et en fait, les parcs naturels régionaux sont assez significatifs par rapport à ça, puisque ils ont à la fois la volonté d'être dans de la sauvegarde, non seulement de l'environnement, donc comment préserver l'environnement, comment valoriser cet environnement, en faisant notamment aussi des actions pédagogiques, et comment aider les entreprises locales du territoire à se dynamiser, pouvoir continuer en fait malgré le fait qu'elles détiennent des savoir-faire traditionnels, artisanaux, comment ces entreprises peuvent continuer à exister et à être plutôt dans des réseaux de production, de manière à être plus solidaires entre eux en fait. Et la question de la filière avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est justement ça. Pour l'instant, j'ai surtout travaillé avec le parc du Ballon des Vosges, où il s'agissait de revaloriser le sapin et l'épicéa, qui est donc la plus grande essence produite chez eux. Et c'est un matériau qui est sous-employé, c'est un matériau dit pauvre, qu'on va utiliser pour faire des palettes, pour faire des sous-produits. Alors que justement, nous en tant que designers, c'est intéressant de se dire, mais je vais l'amener vers un objet qui va avoir une vraie valeur, parce que justement, il aura cet apport du design. Et je vais l'accompagner pour mieux le valoriser et essayer de le transformer en fait. Donc on a notamment travaillé sur une collection qui est une rencontre entre le sapin et le granit des Vosges. Donc comment 2 matières locales, 2 gisements locaux peuvent se rencontrer et produire ensemble. Donc ça veut dire aussi se faire rencontrer des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et de s'auto-soutenir en fait, donc de mixer leurs clients, leur savoir-faire et de faire une promotion commune. Mais c'est aussi mieux travailler avec la scierie voisine qui va permettre l'approvisionnement, mieux travailler avec le restaurateur, l'hôtelier qui lui va pouvoir acheter ce mobilier. Et donc toute cette recherche qu'on a fait va normalement voir le jour en 2021 et vraiment pouvoir aboutir à un développement économique, parce que les entreprises sont très convaincues en fait de cette démarche-là, si bien que le parc aujourd'hui me demande de continuer ce travail de recherche avec eux. En 2021, on va faire une nouvelle édition avec les étudiants sur d'autres matériaux en fait, donc identifier plus de matériaux de ce territoire-là
et justement aller vers des typologies spécifiques pour l'hôtellerie, la restauration, enfin être vraiment dans une démarche extrêmement concrète de designer. Mais je pense que c'est aussi important de, encore une fois, montrer que de la recherche, ça va bien au-delà qu'un prototype fabriqué et valorisé dans le cadre des expositions, que ça peut réellement aboutir à une démarche de sauvegarde d'entreprise. Mais entre la scierie qui produit qui transforme, fait la première transformation, et l'hôtelier qui va utiliser et acheter, passer commande, la transformation du mobilier pour lequel justement vous travaillez, vous avez réuni ces acteurs et ce design, il est assemblé comment et où les industriels sont aussi partie prenante de l'ameublement? Alors, ce ne sont pas les industriels de l'ameublement, mais ce sont... là, c'est un menuisier, une graniterie. Donc, le menuisier fait énormément de travaux sur mesure. Et la graniterie a plutôt une activité forte pour la voirie. Mais justement, ils ont de plus en plus de demandes de particuliers pour faire du mobilier. Et ils ne savent pas y répondre. Donc c'est aussi un moyen de les emmener progressivement vers ça. Et ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir produire un catalogue d'objets qui soit à la fois éditable en matériaux mix, bois et granit, mais aussi 100% granit ou 100% en bois. Parce qu'on sait pertinemment que faire rencontrer deux entreprises, c'est toujours compliqué en fait. Nous, ça fonctionne très bien tant que le designer est là, mais ensuite, les difficultés arrivent parce que simplement les entreprises sont prises par leurs propres problématiques et leurs clients, enfin le travail du quotidien. Donc c'est aussi bien d'arriver comme ça à leur permettre de rester en autonomie et de pouvoir se rencontrer en fonction des clients qui auraient ce type de demande. Bravo. Merci. Merci. Ma question rejoint un peu la thématique de Marc Bayard sur la question en fait de la filature du chanvre. Est-ce que auparavant, avant que le savoir-faire disparaisse, il y avait des filatures à proprement parler, ou est-ce que c'était plutôt toujours de l'ordre individuel du fermier qui en hiver a le temps de tisser, a le temps de faire son fil, etc. Est-ce que ça a toujours été quelque part quelque chose de très local, ou est-ce qu'à un moment donné il y a quand même eu une structuration, une filature par exemple au 19e siècle? Non, pas spécifiquement de cette matière-là. C'était plutôt une activité vraiment populaire, donc voilà, qui n'a pas eu de retombées à plus grande échelle. Et je pense que c'est ce qui a un peu contribué à sa disparition, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que des entreprises comme Safilin, dans le nord de la France, s'y intéressent beaucoup aujourd'hui. Donc je pense que ça va bouger assez vite, en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Charlotte Kaufmann, qui est donc designer textile et qui a créé sa propre structure de création et qui aujourd'hui vient nous parler justement de son travail, de son parcours et de la façon dont elle tire le meilleur parti possible de ces savoir-faire de tissage qui ont structuré un peu jusqu'à présent toute sa carrière. Écoutez, merci beaucoup, merci Loïse et Lou Boucher, et merci Marc Bayard de me recevoir aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous parler assez brièvement de mon parcours, ensuite de mon atelier et des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, et ensuite je passerai vraiment aux créations, à mes collections et à la place en fait des fibres végétales dans mes créations. Donc assez brièvement en fait, on va dire le textile, ça a été un vrai cheminement en fait qui est venu petit à petit sur ma route.
puisque à la base, en fait, après un baccalauréat littéraire, moi je me voyais plutôt, enfin je me rêvais plutôt sculpteur en fait, donc pas vraiment textile, mais donc déjà avec une très forte envie de travailler la matière, de la modeler, d'avoir la main en fait, voilà, dans les matériaux. Donc j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris en sculpture, où j'ai fait vraiment une assez brève immersion, parce que en fait très vite, après un trimestre en fait aux Beaux-Arts auprès de Richard Deacon, je me suis rendu compte que la bulle de l'artiste en fait dans son atelier, c'était trop enfermé en fait pour moi, ou en tout cas à 19 ans j'avais envie d'être en relation, de pouvoir m'ouvrir en fait au monde, et puis surtout d'explorer, de rencontrer, de travailler des problématiques et des thématiques variées. Et en fait, le design, ça m'a semblé être un métier très ouvert, en fait, le design industriel, la création industrielle. Donc j'ai intégré l'ENSI, les ateliers, peu de temps après. Et donc là, surtout en fait, l'ENSI, surtout pour les ateliers en fait, au rez-de-chaussée, de bois, de métal, le plastique aussi. Enfin voilà, il y avait toute cette richesse aussi de matière. Et parce qu'à l'époque, le métier de designer, je savais pas forcément trop sur quoi ça pouvait déboucher, mais ça me semblait en tout cas très porteur, très tourné vers des questions de société, sur l'environnement, sur des questions d'usage, etc. Et donc c'était vraiment cet esprit d'ouverture-là, en tout cas, qui me portait. Et en fait, au 5e étage de l'ENSI, il y a des métiers à tisser, il y a le département textile. Et là, c'est là en fait où j'ai vu pour la première fois les métiers à tisser, et où je me suis dit, mais en fait, il y a des personnes qui pensent ça, en fait, tout ce que je touche tous les jours, ce que je côtoie, autant sur des sièges, voilà, partout, sur mes vêtements, etc. Il y a toute une armée de personnes, il y a vraiment tout un secteur derrière ça. Et donc ça a été une totale découverte, un grand coup de foudre donc sur l'outil, et puis sur ce qui se passait en fait au 5e étage. Et donc progressivement, en fait, j'allais régulièrement voir ce qui se passait dans cette école, et dans les diplômes qui sortaient, les questions qui étaient abordées. Et avant de me lancer directement en fait dans cette formation, je me suis dit, bon, il faut peut-être être sûr quand même que voilà, ça me plaît comme ça, mais est-ce que la pratique quotidienne de ce métier, qui est quand même pas anodin en fait, il y a un rapport au temps, il y a aussi une économie derrière qui est pas simple, est-ce que vraiment c'est ça? Et donc j'ai fait un petit pas de côté, en fait, toujours en continuant la création industrielle et puis l'objet. J'ai pris des cours du soir pendant plusieurs années de dentelle au fuseau. Et là, ça a été mon deuxième coup de foudre, où là, je me suis dit, mais en fait, pareil, c'est une technique absolument magique. Il y a des possibilités de création complètement infinies à partir de 2 croisements de fils. Mais il y a un monde incroyable. Et donc, ça a conforté, en fait, mon choix d'aller plutôt vers le tissage ensuite, parce qu'après, toujours d'une manière assez pragmatique, je me suis dit, la dentelle au fuseau, à part être dans du patrimonial, dans des conservatoires, ou alors aller vers de l'enseignement, voilà, c'est quand même très complexe économiquement. Donc je me suis dit, il faut que j'aille dans une technique plus ouverte, encore assez forte, où il y a des professionnels, où il y a vraiment tout un réseau organisé. Donc j'ai intégré l'école du Perret en diplôme des métiers d'art textile, où donc j'y ai passé plusieurs années aussi. Et là, c'était donc vraiment l'apprentissage de cette technique qui est actuellement donc le cœur de mon activité. À la suite de ce diplôme, j'ai eu la chance de gagner une bourse, en fait, qui est la bourse de l'UNESCO et de la Fondation Culture et Diversité, pour me former à une 3e technique, parce que c'était pas assez, en fait, ces 2 techniques. Et j'avais abordé la broderie dans mes études, mais de manière assez rapide. Et donc j'ai eu vraiment cette opportunité de partir en Inde pour me former dans les ateliers de broderie indienne. Et donc c'était pareil, une expérience très riche, tellement riche en fait que j'y suis restée finalement plus longtemps que prévu. J'y ai travaillé, j'ai intégré l'atelier en tant que responsable de collection, où j'ai développé aussi des échantillons, j'avais des équipes à gérer, etc. Et puis à un moment donné, je suis rentrée en France, l'aventure s'est terminée.
Et donc là, la question s'est posée de, en fait, qu'est-ce que je fais en France? Comment je continue en fait dans cette dynamique-là, dans cette richesse à la fois de création et puis dans cette richesse aussi de la pratique? Comment je garde en fait ces savoir-faire tous les jours dans mon quotidien? Comment je continue ça en fait? Je le perds pas. Et donc assez vite, la seule solution qui s'est ouverte pour moi, c'était de créer en fait donc mon atelier qui est donc c'était pour mettre une date, c'était en fin 2016, début 2017. Et donc au moment où j'ai créé l'atelier, ça a coïncidé en fait avec mon entrée en résidence au sein des ateliers de Paris, qui était vraiment une sorte de famille pour commencer, on va dire, à monter ce projet d'atelier et commencer en fait donc à travailler sur tout ça. Donc là, je vais vous mettre quelques petites photos. Donc ça, c'est l'atelier, mon ancien atelier donc à Bordeaux, parce que maintenant, je me suis installée dans la région d'Aubusson. Et bientôt, il y aura un nouvel espace à vous dévoiler. Donc c'est un atelier où il y a 3 métiers à tisser, de différents types de cadres, différentes largeurs aussi, pour pouvoir travailler sur différents types échelles de pièces. Et donc voilà, donc ça, c'est un des métiers. C'est une petite parenthèse, mais pour moi, c'est très important en fait de ne pas avoir de métier électronique, d'être vraiment que sur du manuel, que sur des métiers. Celui-là, il est vraiment très très vieux, par exemple. Après, il y en a des beaucoup plus récents aussi. Mais par exemple, d'être aussi sur des outils assez basiques, on va dire, comme ce qui a toujours été en fait dans le tissage, et de vraiment avoir cette espèce de contrainte un peu de simplicité en fait de l'outil, mais avec en fait une vraie envie de le challenger, une vraie envie de l'interroger, de se dire voilà, qu'est-ce que je peux aujourd'hui faire de nouveau sur un outil qui est aussi en fait ancien. Donc ça, c'est un peu aussi pour vous montrer le positionnement de l'atelier qui est assez on va dire, je ne sais pas si c'est humble ou modeste, mais avoir une sorte de vraie humilité dans l'outil, mais en même temps l'envie d'en dégager beaucoup d'ambition au niveau de la création. Donc voilà des détails de l'atelier. Et ça, c'est une autre partie en fait de mon activité, donc qui se prolonge au Cachemire en fait, auprès donc de tisserands, où je travaille sur un fil en fait qui est très particulier, donc qui est le fil de Pashmina, donc qui fait partie de la famille des Cachemires. Et donc depuis à peu près, en parallèle en fait de la création de mon atelier, il y a eu cette collaboration qui s'est mise en place là-bas, pour développer et un peu sauver, on va dire, ce savoir-faire qui est très spécifique, où c'est à partir d'une chèvre qui est locale aussi là-bas, où on travaille donc ce fil extrêmement fin qui est filé à la main, qui est ensuite tissé à la main aussi. Et on développe des étoiles, des écharpes, des châles, etc. Ici, vous avez aussi une technique, par exemple, sur le métier à tisser, ce qu'on voit, les jeux de lignes comme ça, c'est des techniques d'ICAT. Donc, avec ce projet, en fait, j'ai vraiment à cœur aussi, on va dire, de moderniser, on va dire, les pièces qui peuvent sortir de ces vieux métiers à tisser, de vraiment renouveler, en fait, l'approche et le regard qu'on peut porter, en fait, sur ces étoffes. Et donc, par exemple, ici, on a un exemple de travail entre pashmina et fil métallique, où l'idée, c'est d'apporter des contrastes, du mat et du brillant, etc., pour aller vers d'autres, des formes plus, on va dire, plus contemporaines et peut-être plus au goût du jour, on va dire. Donc, là, je vais revenir plus donc au thème d'aujourd'hui, donc sur les fibres végétales, et donc ça m'amène à revenir vraiment aux sources. La première fois en fait que j'ai rencontré, on va dire, une fibre végétale, c'était au moment de ma collection de diplômes, où un des axes en fait de mon travail s'était porté sur ce que j'appelle les architectures instinctives, et où en fait j'ai répertorié un petit peu toutes les formes qu'on peut trouver dans la nature, de structure, d'architecture, d'organisation en fait sous forme un peu de modules dans la nature, donc que ce soit par les animaux comme ici. Donc on a un petit oiseau tisserin, qui est un oiseau qui tisse en fait, il tisse son nid, donc c'est un oiseau assez particulier.
Et donc comme ça, je me suis interrogée un petit peu sur tous ces types d'habitats en fait qui étaient structurés par la nature, parce que ça partait aussi d'une réflexion en fait sur aussi le tisser, c'est structurer en fait des fils, c'est structurer de la surface, donc c'est organisé. Donc c'était un petit peu une sorte de parallèle comme ça que je faisais entre les deux. Et donc partant donc de cette première architecture qui est le nid. Je me suis intéressée donc, à des fibres végétales et l'idée c'était aussi de sortir du fil en fait, de sortir de cette matière qui était déjà peut-être un peu trop travaillée, trop propre, trop déjà apprêtée et aller vraiment sur du non-fil un petit peu. C'était un peu aussi cette idée-là. Donc j'ai démarré avec cette première collection qui est toujours en cours à l'atelier. Il faut savoir que c'est des thèmes en fait qui sont toujours d'actualité pour moi, que je continue toujours en fait de creuser, d'enrichir, c'est toute une réflexion en fait depuis 5 ans maintenant sur ça. Donc ici c'est une série d'abord de recherches autour donc du raffia naturel qui vient du palmier et du coton. Et donc ici on a vraiment une sorte de panel de motifs où je suis venue travailler en fait le raffia avec beaucoup d'irrégularités. L'idée c'était de créer un petit peu comme des rhizomes, des motifs assez organiques. Et cette collection elle est partie vraiment d'un accident à la base dans le métier à tisser, dans un geste que j'ai placé. Et que je me suis mis à répéter. Et donc voilà, ça a donné ces pièces-là. Et donc là, on a une tenture murale en fait, où j'ai travaillé vraiment sur l'agrandissement et sur l'équilibre qu'il peut y avoir du coup à chaque fois entre la fibre naturelle, donc qui est ici le raffia, et comment elle s'articule en fait à la fibre de coton, donc qui est le reste du tissage. Et l'idée, c'est toujours un petit peu quand je travaille, c'est de se dire qu'est-ce que je révèle et à quel point en fait je crée une harmonie ou des contrastes entre la chaîne et la trame. À quel moment en fait je viens révéler. Donc comme ici, on a le raffia tout d'un coup qui s'exprime, qui crée du volume et qui sort. Et puis il y a des moments en fait on peut complètement le noyer. Il peut presque c'est pas redevenir coton, mais il y a des fusions en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est que pour moi, le métier à tisser, ça vient vraiment créer des alliages. Donc c'est vraiment tous ces jeux d'équilibre, de contraste, de dialogue dans les fibres que j'essaye à chaque fois de mettre en place, et particulièrement sur cette collection. Donc on a donc des tentures murales, mais ça peut aussi se déployer en fait comme du store. Et en fait, aussi un des aspects en fait dans cette collection, c'est qu'on est dans une sorte de mimétique avec le bois. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est que même si j'utilise donc du coton, du raffia, c'est pas forcément que ces matières elles soient évoquées juste pour elles-mêmes et qu'elles se montrent que en tant que coton et raffia, de manière entre guillemets premier degré. C'est d'aller en fait vers un peu des sortes de petits tours de magie que tout d'un coup finalement on oublie qu'on regarde un coton, un raffia et finalement on est sur d'autres matières, ça évoque autre chose et du coup on vient un petit peu brouiller les pistes, ouvrir à d'autres textures et finalement on sait plus si on regarde un tissage ou autre chose en fait. Et c'est ça que j'aime aussi dans le tissage, c'est de pouvoir un petit peu complètement exploser les codes. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un peu l'idée dans l'atelier et d'ouvrir à d'autres possibilités et du coup d'autres qualités, parce qu'on est sur un effet bois, mais qui est extrêmement souple aussi. Qui a des effets avec la lumière, des transparences. Donc c'est pas totalement anodin. Ici, donc on a une autre application. C'est un détail en fait d'une collaboration réalisée avec une designer ébéniste qui s'appelle Morgane Raton, et où là on est parti de la collection de tisserands en raffia pour aller vers le bois justement, où elle a imaginé donc une série d'assises, tabourets, bancs, etc. pour rappeler aussi cette idée de nid, un peu de cocon, et donc on est parti sur des formes assez rondes. Donc c'était assez technique aussi de venir par exemple incruster le tissage en rond comme ça dans l'assise en bois. Donc c'était une petite série d'applications. Ensuite, là c'est plus un exemple où là j'ai complètement pensé autrement, on va dire, le raffia, et là c'était donc toujours en rapport avec ou de la laine ou avec du coton, et cette fois de le travailler dans le contraste, de venir un petit peu complètement modifier la perception naturelle du raffia.
mais tout en gardant voilà, quelque chose, une fibre assez brute aussi, puis assez spontanée. Donc là, on a un autre détail. Et donc toujours sur la thématique donc, du Nil, c'est un peu un pas de côté, mais ça fait partie de cette réflexion en fait où pour moi le tissage c'est aussi une forme de narration et où là en fait je transpose on va dire le côté organique du nid, la manière de construire le nid du tisserand, mais dans un registre complètement différent où on est sur en fait du métal tissé et du fil de cuivre, enfin voilà, différentes associations avec quand même une base coton et où pour moi, en fait, ça vient aussi un petit peu questionner d'une manière un peu comme un scénario un petit peu de science-fiction, mais c'est de se dire, voilà, un tissage, c'est forcément produit dans un contexte, c'est forcément issu d'un contexte. Comme ces petits nids d'oiseaux, ils racontent un petit peu l'environnement dans lequel ils ont été fabriqués. Voilà, le tisserand, il a trouvé ses fibres autour de lui. Et là, on peut par une petite pirouette, c'est de se dire si finalement ce qu'on trouve aujourd'hui dans les habitats c'est du métal, là on est sur un nid tissé en métal, quel est le monde d'aujourd'hui en fait, où est-ce qu'on vit et qu'est-ce que ça raconte finalement de notre environnement, enfin il y a toutes ces questions en fait assez pour moi qui sont extrêmement d'actualité, qui sont assez fortes, de finalement la manière dont on s'habille, la manière qu'on a de construire nos maisons, ça raconte nos modes de vie et puis notre environnement en fait. Donc on a c'est une sorte vraiment de réflexion assez au long cours que je travaille énormément aussi sur cette approche-là du métal et de qu'est-ce que ces textiles racontent finalement des questions d'aujourd'hui et de nos problématiques. Donc on a différentes finesses en fait de tissage métallique, on a différents essais. Là on arrive sur des pièces, parce que de plus en plus en fait je tourne l'activité aussi de l'atelier qui habituellement est plutôt tourné en fait sur les 3 secteurs qui sont la mode, l'ameublement et puis l'accessoire, vers aussi vraiment de la recherche pure, parce que comme vous voyez en fait depuis le début, depuis 5 ans, il y a vraiment des sorte de grandes réflexions comme ça que je mène de fond en fait en permanence et que j'ai envie maintenant d'affirmer complètement autrement, donc dans des pièces comme vous voyez ici avec des effets toujours métalliques et évolutifs, et voilà c'est des pièces pour moi qui parlent de notre habitat, du changement, de voilà comment est-ce qu'on habite en fait le monde aujourd'hui. Donc là c'est un détail, donc on voit vraiment l'idée c'est encore une fois d'affirmer la main dans ces pièces, d'affirmer vraiment le geste. Et on a quelque chose d'extrêmement organique, ou que j'essaie en tout cas de faire extrêmement organique et structuré, en même temps pas du tout déstructuré. Et puis en même temps, à la fin, on a quand même un tissu qui se tient en fait. Donc c'est toujours l'espèce d'équilibre jusqu'où je pousse la technique et vers presque de l'anti-technique, mais c'est vraiment une sorte de va-et-vient comme ça, de dynamique. L'autre en fait structure animale en fait qui m'a intéressée, l'autre habitat, c'est le nid d'abeilles. Donc une fois que j'avais développé toute cette thématique du tisserand, le nid d'abeilles, ça m'a semblé être une architecture extrêmement intéressante et voilà qui était riche de possibilités. Et assez vite, en fait, quand j'étais à l'école du Perret, j'étais un petit peu frustrée, encore une fois, par les fils. Donc j'ai voulu sortir des fils qui étaient comme ça, là, disponibles sous la main, qui étaient des fils plutôt, comme on est dans un contexte plutôt de mode, donc d'avoir des fils assez fins, assez délicats, assez travaillés, voire des fils fantaisie. Et moi qui étais dans une réflexion qui suis toujours dans une réflexion sur l'espace, en fait, j'ai eu envie d'aller sur des fils extrêmement gros, oversize, donc qui était assez difficile de trouver. Donc je suis allée les chercher ailleurs et donc j'ai rencontré la manufacture des tapis de Cogolin dans le sud de la France, où ils tissent donc des très beaux tapis avec notamment des très très beaux cotons qui sont issus de filatures françaises. Et donc voilà, je me suis invitée un petit peu dans leurs ateliers. Je suis allée tisser en fait une pièce grand format sur leur métier du 19e siècle. Et donc pour réaliser cette grande pièce là que vous voyez, donc qui fait un peu plus de 2 mètres de long, et où j'ai vraiment travaillé aussi sur l'idée de l'échelle de l'alvéole et sur cette déformation, son apparition. Le début de la pièce que vous voyez ici, elle est extrêmement saturée en fait à la fois de couleurs mais aussi de fils. Donc j'étais vraiment aussi dans cette tension de jusqu'où on va en fait, jusqu'où je peux tisser.
Et au fur et à mesure en fait, qu'on voit la pièce, on arrive vers du non-fil et à la fin, du non-tissé. Et on retourne au fil. Et donc là, c'est vraiment toujours cette histoire, voilà, cette réflexion aussi sur quand on tisse à la main, sur cette espèce de cycle du tissage au fil et toute l'évolution qu'il peut y avoir en fait entre les deux. Donc voilà, c'était aussi une réflexion sur qu'est-ce que le tissage et où ça s'arrête et où ça commence. Et donc cette structure nid d'abeille, en fait, ça m'a amené à m'intéresser au nid de guêpe, qui est aussi donc un nid structure alvéolaire. Et sauf que les nids de guêpes, ils sont faits en papier. Elles font du bois, les guêpes. Donc, enfin, elles font pas du bois, mais elles font de la pâte à papier plutôt à partir du bois, et elles construisent leur habitat en fait comme ça. Et donc ça m'a amené à cette autre collection où là en fait j'ai travaillé donc le fil de papier avec du lin, parce que comme le lin, pour moi c'est une fibre assez pure et parfaite d'un point de vue environnemental, de la manière dont c'est cultivé, et j'avais envie de quelque chose qui fasse vraiment écho aussi à la sobriété en fait du papier. Je trouvais qu'entre ces deux fibres végétales, il y avait vraiment une affinité en fait entre les deux. Et donc là, je suis partie donc sur le papier. Je suis allée sourcer en fait, pour moi là où ça se trouvait et où culturellement en fait c'est très développé le fil de papier. Donc c'est le Japon et puis le Népal. En fait, pour moi c'est vraiment les deux pays où il y a toute une tradition en fait du papier, de la pâte à papier, de comment on la travaille après sous forme de fil. Donc ça a abouti à cette gamme-là que vous voyez, donc de différents textiles. Après là, on est sur des jeux de rayures aussi, des rythmes plutôt linéaires. Donc c'est un peu une collection, on va dire, tisserand, mais très sobre et très adaptée du coup au marché de l'architecture d'intérieur, parce que les applications de cette collection sont vraiment le store, le luminaire, enfin voilà, des choses assez, pour le coup, que j'ai voulu plus applicables. Et donc là, c'était aussi de travailler différentes qualités de papier par strates, de toujours construire en fait mes tissages avec cette richesse en fait de fibres. Après, un autre aspect que j'ai un petit peu évoqué avec le raffia précédemment, c'est le fait qu'en fait mes textiles ils jouent toujours avec la lumière. En fait, là, on est sur le même tissage. Donc vu non éclairé et ensuite vu avec de la lumière. Et c'est un peu aussi cette idée-là, c'est que pour moi chaque textile en fait que je crée, il doit être animé, il doit vivre en fait avec nous, avec l'espace dans lequel il doit s'intégrer. Un peu c'est comme un écosystème. Donc la lumière vient forcément en fait intervenir à un moment ou à un autre, et donner en fait différentes possibilités de lecture, de contraste, des surprises. En fait, à un moment de la journée, on va voir une chose, et puis à un autre moment, selon l'éclairage, ce sera autre chose. Donc il y a toujours aussi cette présence de la lumière en fait dans mes tissus, et la possibilité en tout cas de jouer avec ou pas, de l'exploiter ou pas. Mais voilà, c'est une ouverture aussi qui est très importante. Alors là, c'est un autre projet où on reste en fait sur du lin. Du lin donc que noir et blanc. Après, j'essaie plutôt de travailler dans des teintes toujours un peu naturelles, assez sobres. Et bon, là, il y a quand même du noir. Mais toujours là, sur ce panneau, c'est encore une fois l'idée de travailler le geste et un tissage en fait évolutif, comme le nid d'abeille, où en fait on n'est jamais sur une répétition identique. Là, on a tout un travail en fait d'évolution du motif. Et sur les à peu près 2,50 m, 3 mètres de tissage, c'est toute une histoire en fait qui se déroule, et où on a le geste qui vient intensifier en fait le motif au fur et à mesure. Et donc ce tissage, il a été donc pensé sur mesure pour ce fauteuil, qui est un fauteuil vintage Parker Knoll des années 50. Et l'idée, c'était vraiment que du dos du fauteuil en fait jusqu'à l'assise, on vienne vraiment raconter toute une histoire, et que quelle que soit la facette du fauteuil qu'on regarde, tout est vivant, tout est différent. Il y a une écriture en fait sur chaque face du fauteuil, jusqu'à en fait l'assise où on a même un jeu de volume. On arrive sur du velours. Enfin voilà, l'idée c'est que quand on est sur du manuel, on peut, en fait, on n'est pas limité. En fait, on peut vraiment à chaque centimètre en fait proposer autre chose, proposer une association différente.
Donc c'était un peu aussi une sorte de démonstration avec ce fauteuil, de montrer qu'on peut aller dans le sur-mesure jusque là, en fait, vraiment jusque dans cette dynamique-là. Après là, c'est un petit pas de côté, parce qu'en fait, moi j'ai à cœur à l'atelier de travailler que du naturel, que ce soit voilà, de la laine, voilà, des origines animales ou végétales. Mais à des moments, en fait, j'hésite pas aussi à aller trouver des fils qui sont beaucoup plus, on va dire, là c'est du polyester, en fait, tout simplement, pour avoir des effets qui seraient impossibles en fait d'avoir avec des fibres naturelles. Et après, toujours, là c'est le cloud, donc c'est ce que j'appelais un nuage tissé. C'était toujours dans cette idée de parler de notre environnement, de notre rapport à l'espace, et donc d'avoir quelque chose de très très en volume. Et donc là, on est encore une fois, ce fil que j'ai sourcé, que j'ai choisi, on est à la limite du fil aussi, puisque c'est une sorte de polyester à peine filé en fait que j'ai trouvé, et donc qui est associé ici à du coton et à de la soie. Et donc voilà, ça a été développé donc pour différents projets. C'est assez surprenant sur ce tissage-là, en fait, c'est qu'il a été choisi en fait autant par des architectes, donc là pour un projet de coussin de sol sur mesure, qu'un petit peu après, on va voir pour de la mode, en fait, ici, pour une veste travaillée sur mesure et tissée au patronage, en plus sur métier, donc c'était aussi toute une aventure technique. Mais voilà, donc c'est aussi pour vous montrer un peu qu'à partir de toutes les collections que vous voyez, il y a des multitudes de regards et en fait de projets possibles à chaque fois. Alors là, on arrive sur une collection où je suis repartie sur du lin. Et en fait, l'idée là, c'était d'associer vraiment des contrastes et des paradoxes, enfin, des opposés vraiment, puisque j'ai voulu tisser en fait le lin avec des déchets plastiques qui viennent de l'industrie en fait de l'imprimerie. Et donc, pour moi, travailler en fait une fibre extrêmement pure qui est le lin, qui est extrêmement écologique, avec quelque chose qui est vraiment extrêmement polluant et qui est un vrai problème aujourd'hui. Donc ici, en fait, l'intention, c'était voilà, de créer en fait différents textiles qui parlent de l'effacement justement et qui parlent de ces films d'impression. Donc, et après cette première expérimentation, cette première collection, elle a abouti en fait à une collaboration donc avec William Amor, qui est en Noblisseur Matière, et on a travaillé ensemble du coup avec ces fleurs en plastique qu'il a aussi travaillé à partir de ces déchets d'imprimerie pour créer un peu des petits paysages floraux en fait, et où pareil on peut imaginer, mais si aujourd'hui même les fleurs sont en plastique en fait, mais dans quelle réalité est-on, et qu'est-ce que ça raconte finalement du monde d'aujourd'hui, du monde actuel. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer cette approche un peu du tissage que j'ai aujourd'hui, qui est vraiment pour moi à la fois un révélateur et puis un outil de réflexion sur notre rapport en fait au monde. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, c'est toujours aussi beau. Et une petite question justement pour faire écho à la conversation de tout à l'heure, et le chanvre? Mais justement, c'est pour ça que je posais la question sur la filature tout à l'heure, parce que je me dis c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se fait comme fil aujourd'hui. Je serais très curieuse, enfin, à part les grosses cordes en fait que je connais de chanvre, je n'ai pas beaucoup vu en fait cette fibre, mais c'est très intéressant en fait. Parce que peut-être par rapport à l'usage que tu peux avoir du raffia, peut-être que le chanvre pourrait aussi venir être aussi des formes d'inclusion. Enfin, Mais totalement, surtout si c'est fait en France, localement, moi, plus c'est comme ça et plus ça m'intéresse, je trouve que c'est encore plus riche et plus beau, quoi. Mais j'ai jamais encore vu même vu la fibre un petit peu comme ça. Voilà, c'est assez mystérieux en fait, je connais sans connaître, à part la corde que j'ai déjà vue, mais donc pourquoi pas. Une mise en relation, donc c'est fait pour ça. À imaginer. Et alors une question très 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 pragmatique sur la diffusion justement de tes créations, puisque elles sont fabriquées sur des métiers manuels et donc à la main. Pour la diffusion, est-ce que tu passes après par des process qui peuvent être de séries plus grandes avec d'autres types de fabrication, ou bien est-ce que toutes tes productions sont systématiquement en dehors de la phase d'expérimentation mais produites de la même façon?
Alors tout est fait à l'atelier en fait. Oui. Jusqu'à présent, j'ai fait ce choix de pas forcément. Comme j'ai un vrai travail en fait sur le geste, sur ces aspects en fait organiques. Sauf pour la collection papier où justement j'essaie entre guillemets de revenir à des choses plus facilement productibles et reproductibles en fait. Non, je travaille tout entièrement donc à l'atelier. Et après, pour diffuser en fait ces collections, c'est sur des réseaux professionnels, en fait, souvent par exposition, salon, en fait, que j'essaie de faire connaître mon travail. Et voilà. Et après, je suis en train de m'entourer donc d'un agent aussi, plutôt pour l'international justement, pour pouvoir aller vers d'autres horizons et atteindre une clientèle plus grande. Donc voilà, après la question se pose de peut-être changer d'échelle. Sur certaines lignes, je me pose la question, comme j'ai cette très belle ouverture avec le Cachemire, avec l'Inde, d'aller peut-être là-bas en fait pour travailler sur certains de mes modèles, mais je suis toujours en fait depuis 5 ans entre à la fois il y a la valorisation donc au Cachemire de ce travail de pashmina, mais qui est local et qui est avec des artisans qui ont cette historique, et où je viens en fait m'intégrer dans un patrimoine qui est là-bas, qui est présent. Et c'est complètement une autre démarche, en fait, de se dire que mes créations que j'ai pensées, qui sont nées en fait en France, d'aller les confier ailleurs. Et voilà, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je transmets là-bas et ici. Et c'est une réflexion en fait que j'ai, qui est en cours depuis longtemps. Et pour l'instant, je n'ai pas tranché. Pour l'instant, je reste sur ce projet voilà, en Inde autour de cette fibre très particulière du pashmina et les créations en France qui sont pour le coup très proches de l'art et d'une manière de produire artistique en fait dans l'atelier. Donc c'est... Oui, tout à fait. Voilà, il y a une réflexion. Vous vous êtes installé à Aubusson. Oui. Et vous êtes intéressé à l'art de la tapisserie? Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'il y en a une derrière vous. Bah bien sûr, oui. Et puis je me suis mis en lien avec les acteurs justement, voilà, ne serait-ce que pour trouver l'atelier, pour rencontrer des lissiers, parce qu'il y a des lissiers qui travaillent à leur compte en fait sur Aubusson, donc qui ont des espaces. Donc, et même toute la filière laine en fait qui est là. Moi j'ai commencé vraiment à explorer tout ça, c'est très riche en fait. Donc pareil, il y a des créations en cours avec les fibres que j'ai sourcées dernièrement ici. Enfin oui, c'est très très riche. Donc. Et est-ce qu'il y a un matériau sur lequel vous avez envie de travailler et pour lequel vous n'avez pas encore travaillé? Ah bah il y a le chanvre déjà, comme on l'a évoqué. Et après, ce serait, je pense, tout ce qui va être des fibres végétales qui sont extrêmement compliquées, je trouve, à trouver aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui est le fil de lotus ou des choses comme ça. Ça, je trouve, ou la ramie, qui est faite à partir de l'ortie, qui sont des fibres anciennes, qui ont été aussi même pratiquées en fait en France et à ma connaissance plus trop. Et ça reste en Asie, ça va plutôt être au Vietnam et voilà. Mais donc du coup, c'est des démarches d'aller là-bas. Mais ça, ouais, le lotus et la ramie, je trouve que ça a des propriétés en plus qui ont l'air assez belles. Donc ce sera à explorer, quoi. Et la soie, c'est vrai que dans vos énumérations, c'est pas un matériau sur lequel vous vous êtes intéressé? Alors un petit peu, mais comme moi, il y a tout le bombix, tout ça, le fait de l'ébouillanter, il y a tout ce rapport-là à comment on obtient la soie, même si je sais qu'il y a des alternatives aussi aujourd'hui. Assez peu en fait, par petites touches, je peux l'amener quand j'ai besoin de brillance et que j'ai pas envie d'aller dans le synthétique pour obtenir cette brillance, voilà. Mais c'est vrai que mon vocabulaire est plutôt assez mat en fait, de manière générale, donc mais pourquoi pas aussi, mais tout dépend du projet. Ouais. Merci. Ben merci beaucoup, merci à toutes les deux, et en tout cas on s'est émerveillé de tous ces matériaux, et encore merci, et à très bientôt.